Voilà, bon, on va commencer. Alors, Marie-Ève, lorsque j'ai découvert ton travail, j'ai été immédiatement intriguée par les titres que tu donnes à tes œuvres en anglais et en français. J'ai en cité quelques-uns, La promesse thérapeutique et le potentiel de proximité, la tendresse, Devenir cyborg, The frictional landscape between you and me, Absence et addiction, Fluid intimacies, Between Body and Clouds. Des titres très énigmatiques qui m'ont donné immédiatement envie d'en savoir plus sur ce que tu cherchais à nous dire. Nous, dont les corps, j'ai envie de dire, sont pris entre toutes sortes de surfaces communicantes, comme tu les appelles, des interfaces et autres dispositifs numériques qui nous collent de plus en plus à la peau. Et je crois qu'on l'a déjà bien vu depuis le début de ce colloque. Et nous aussi, dont les esprits hésitent en permanence entre technophobie et technophobie, et oscillent entre ces deux pôles en se contradisant parfois de façon assez féroce. Et voilà. Donc, tu as accepté avec beaucoup d'enthousiasme de participer à ce colloque pour nous parler de ton travail qui se situe au croisement, à l'intersection de plusieurs disciplines, la vidéo, l'installation, la sculpture, tu manipules toutes sortes de matériaux et l'animation 3D. Et je crois aussi que tu es en train d'envisager de faire un jeu vidéo ou quelque chose de cet ordre-là. Mais tu vas aussi nous parler de tes sources d'inspiration philosophique, puisqu'elles sont bien ancrées dans ton travail et j'ai cru comprendre qu'elles étaient capitales pour toi, que voilà, elles te permettaient aussi d'avancer dans ta création. Je voulais surtout te remercier d'avoir accepté donc ce colloque parce que tu viens de terminer une résidence autour des relations d'interdépendance entre les êtres, ces relations voilà, d'interdépendance mutuelle. Et tu as aussi enchaîné donc un certain nombre d'expositions collectives ou individuelles dans différentes villes du monde, hein, à Montréal, Berlin, Londres, Paris, j'ai vu ça, Hong Kong et Zurich. Donc aujourd'hui, c'est de Leipzig, en Allemagne, que tu nous parles, là où tu habites maintenant, en fait, tu es canadienne, et tu vas nous amener vers un récit que toi et Audrey Jiménez, qui est une ancienne étudiante du pavillon Bozio, vous avez spécialement conçu pour ce colloque, et je t'en remercie. Super. Merci beaucoup. Euh, donc oui, merci premièrement à toute l'équipe du colloque de m'avoir invité et puis d'avoir mis sur pied Marie-Ève, cette on ne t'entend plateforme. pas bien, peut-être. Non? Voilà, il faut peut-être se rapprocher de toi. Peut-être, ouais. Ben, l'espace, c'est bon? Moi, je l'ai trouvé. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur l'avatar et monter le son. Hein, Marie-Ève, est-ce que tu peux te rapprocher de l'écran vidéo de ta webcam? Comme ça, tout le monde va se mettre près de toi. Cool. Donc, je n'avais pas terminé de faire mes remerciements. Je voulais remercier toute l'équipe qui a organisé le colloque parce que je trouve que c'est vraiment très cool. J'ai hâte d'entendre aussi les autres présentations. Merci Ondine pour l'introduction et un très grand merci à Audrey pour la belle collaboration qu'on a eue, que nous allons visionner ensemble dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu de ma pratique que Ondine a déjà introduite un peu, mais j'aimerais vous en parler un peu plus précisément peut-être pour vous mettre un peu pour vous donner une idée et puis pour que vous compreniez peut-être mieux le format qu'on a choisi pour la présentation. Donc, comme Ondine l'a déjà dit, je travaille avec de multiples techniques médiums variés. Je travaille de façon installative la plupart du temps et je touche un peu à tout. Donc, j'utilise des impressions numériques sur des tissus que j'installe dans l'espace. J'utilise l'animation 3D, la vidéo, le son, mais aussi la porcelaine, la lumière, le silicone, le métal. Je sors d'une résidence web de Schloss Solitude où est-ce que j'ai travaillé sur une œuvre online qui va sortir, qui va être disponible le vendredi matin si tout se passe bien.
Et j'ai touché un peu à la réalité augmentée cette année. Donc, je n'ai pas un seul créneau, je bouge toujours un peu entre les différents médiums et ça me plaît bien. Donc, c'est plus difficile peut-être à catégoriser, mais je m'en fous. Donc, si, ça c'est plus au niveau formel, si on voulait définir mon travail au niveau du contenu, en un seul mot, je dirais que le mot interaction serait celui qui convient le mieux. J'ai toujours été fascinée par les interactions, l'utilisation du langage, que ce soit avec les mots, avec le visuel, et la perception qu'on en a, et le potentiel de malentendus qui en découlent, évidemment. Vers 2008, j'ai emménagé de Montréal en Allemagne. Je me suis retrouvée dans un petit village et mon niveau d'allemand était très débutant. Donc, ça m'a un peu forcée à vivre ma vie sociale particulièrement intensément dans mon écran. Donc, l'interaction est devenue, est encore la thématique dans ma pratique, mais j'ai commencé à me concentrer de façon plus intense sur l'espace de l'écran et ce que l'écran permet et ce que l'écran ne permet pas. Donc, voilà, il est très difficile, il commence à être très difficile de penser l'être humain sans ses écrans, sans ses appareils technologiques, ses extensions, ses prothèses. Mais voilà, ces écrans-là, ils ne nous permettent pas de nous toucher, ils ne nous permettent pas d'accéder à la peau de l'autre, à la surface corporelle d'un autre être, et ne nous permettent pas non plus de ressentir ou de percevoir des émissions d'hormones, par exemple, ce qu'on n'utilise pas de façon très contrôlée, mais qui est normalement présente dans une communication. Un autre aspect qui est peut-être relié aux hormones, c'est les odeurs. Et ce sont des choses qui ne passent pas à travers les écrans. Donc, c'est des aspects de communication qui m'intéressent beaucoup. Et vous allez voir dans la présentation, il y a certaines œuvres qui sont présentées qui touchent à ces aspects-là de la communication. Oui, on change au contact. Donc, j'ai une espèce de cartographie dans mon cheminement. J'ajoute toujours dans cette cartographie-là des penseurs, des théoriciennes, des théoriciens, des auteurs, des philosophes qui m'inspirent beaucoup. Et entre autres, une influence très importante serait Rosie Braidotti, qui est une philosophe qui a été élève de Deleuze. Donc, à travers Rosie, à travers ses écrits, elle a écrit le livre Le post-humain en 2013, je crois. Et je crois que ça a été traduit en français. Mais sinon, son anglais est très facile à comprendre. Même si c'est de la philosophie, ça va. Et donc, Rosie m'a fait relire d'une certaine manière Deleuze, ce qui a été un bel exercice parce que quand je l'avais lu durant mes études à Montréal, j'avais trouvé ça assez obscur, assez difficile à comprendre. Mais de le relire à travers ses écrits à elle, ça m'a fait comprendre beaucoup plus de choses, ça a devenu un peu plus clair et ça m'a aussi beaucoup modelé ma propre perspective pour penser l'humain, penser le non-humain, l'idée du scientifique, du magique, du poétique. Et à travers tout ça, ça m'a mené aussi à relire le fameux manifeste Cyborg de Donna Haraway, qui est aussi une très grande influence dans mon travail. Et à la fin de ce manifeste, il y a une super liste de livres, de romans de science-fiction féministe. J'avais jamais entendu parler de la science-fiction féministe avant ça. Je ne savais même pas que c'était possible de faire de la science-fiction féministe. Mais en prenant certains de ces titres-là et en les lisant, ça m'a ouvert sur un monde complètement fascinant.
D'ailleurs, j'ai même une liste de recommandations de livres que j'aimerais laisser dans cet espace-ci après la présentation pour que vous puissiez la consulter. Ce sont des récits, cette science-fiction, c'est quelque chose qui provoque l'imagination, qui permet d'imaginer un monde qui peut être meilleur. Pas simplement un monde dans lequel l'être humain va en conquérant sur une autre planète et finit par détruire les espèces qui y vivent pour prendre toute la place en colonisateur, mais plutôt un monde où il y a une destruction des hiérarchies, où est-ce qu'on arrive sur un même plan à être ensemble. C'est devenu un peu une méthode pour moi. Les récits de science-fiction m'ont beaucoup inspiré à imaginer des technologies qui n'existent pas et qui ne veulent pas nécessairement exister maintenant, mais que je souhaiterais voir exister peut-être. Donc, ce sont des appareils, des dispositifs fictifs qui ne sont pas fonctionnels nécessairement, mais qui ne veulent pas l'être non plus. Je les présente seulement dans une optique d'imaginer ensemble ce que ça pourrait faire si ces appareils-là, si ces dispositifs-là existaient. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, avec cette idée-là en tête de science-fiction, de fiction, avec Audrey, on a utilisé un peu la même méthode pour élaborer un dialogue que vous allez pouvoir voir dans la vidéo, pouvoir vous présenter. Un dialogue qui n'est pas une présentation très, très classique de mon travail, mais qui touche un peu à mon travail d'une manière fictive. Donc, il y a des personnages, il y a des entités qui parlent, qu'on ne voit pas, mais qui parlent ensemble. Et il y a deux entités en tant que telles. Il y a une plante et il y a un être qui n'est pas tellement définissable. Et il y a un réseau qui interrompt de temps en temps avec des liens, des citations, des références un peu plus théoriques. Donc voilà, j'aimerais vous inviter, avant qu'on commence le visionnement, à prendre un crayon, un papier et à prendre peut-être des notes de commentaires, de questions que vous aimeriez poser plus tard, parce qu'on ne pourra peut-être pas le faire directement après, mais par contre demain, je pense entre 14h ou 14h30, quelque chose comme ça, je devrais être ici dans cet espace-ci et puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. La vidéo est de 22 minutes, donc soyez certains et certaines d'être confortables, d'avoir quelque chose à boire et puis il faut penser à soi quand même, hein? Vous avez un corps derrière l'écran, c'est beaucoup de temps d'écran en ce moment. Voilà, et pour voir la vidéo un peu mieux, je vous conseille de cliquer sur les 3 petits cubes qu'il y a dans le haut à droite de votre écran pour choisir la vidéo en grand écran. Comme ça, le son devrait être meilleur aussi parce que dans l'espace ici, le son est trop faible. L'espace est très, très vaste. On est sur la Lune. Donc, si vous vous approchez, ça va peut-être fonctionner, mais le mieux, ce serait de mettre en plein écran. Donc, je vais terminer ma vidéo. Je vais vous souhaiter un bon visionnement et on se retrouve après. Merci Marie-Ève. Le soleil se couche et teinte les surfaces de ses rayons bleutés, violacés, presque argentés. Le soleil se couche et teinte les surfaces de ses rayons bleutés, violacés. Le soleil se couche et teinte les surfaces de ses rayons bleutés, violacés, presque argentés. Moi, 889 XY, 342 ans.
J'arrive bientôt à la fin de ma vie. Allongé près de l'eau, je me prélasse. Je profite des derniers rayons du soleil réchauffant ma peau. Originaire de la planète Kepler 51b, ma peau change au contact de l'eau, de l'air, du méthane. Ici, nous sommes dans un futur où l'humain a appris à vivre sans se considérer le centre de l'univers, où les gens sont autant empathiques entre eux qu'envers les autres espèces, où l'idée même de la hiérarchie est considérée profondément primitive. Le climat est toujours en constant changement, faisant vivre des états extrêmes aux êtres vivants. Comme d'habitude, les êtres humains composites et les êtres inhumains s'adaptent. Autrefois, j'ai connu une personne qui ne se sentait pas tout à fait humaine, du moins pas de la façon dont le terme fut compris pendant plusieurs siècles. Elle s'appelait Rosie et avait entrepris de redéfinir la notion de l'humain, l'humaine, parce qu'elle et d'autres ont nommé le post-humanisme. I would offer the posthuman as a navigational tool, as a way of illuminating a certain field, and then raise a few questions, a few concerns, a few hopes around this particular planet. I define the posthuman as a convergence issue. It's the convergence of anti or post-humanism on the one hand and post-anthropocentrism on the other. If you can pronounce it, you're already halfway there. We simply cannot think animal. We cannot think beyond anthropomorphism at best. So the post-anthropocentric challenge, we cannot think beyond or without this centrality of anthropos, this thinking thing, that is, of course, the source of all pride and joy, as well as all sorts of issues and complications. I challenge you again, stand in front of the mirror and do the mantra of critical theory. I am against capitalism. Yeah. I am against social injustices. Yeah. I am against heteronormativity. Yeah. I am against war. Yeah. I am against the human species. Oops. Oops. It's a brief definition of why the posthuman is a useful navigational tool, because of this particular convergence. And this is why anti-humanism, post-humanism, post-anthropocentrism, they are not the same. They carry very different archives. They carry very different problems. And the convergence between the two is a real conflagration that is generating, and all of these side effects that I'm telling you, this true proliferation of discourses, exhibitions, publications. Les dichotomies qui opposent corps et esprit, organisme et machine, public et privé, nature et culture, hommes et femmes, primitifs et civilisés, sont toutes idéologiquement discutables. Je suis ce que Donna Haraway aurait appelé un cyborg. Mon organisme humain-animal est cybernétique, hybride de machine et de vivant, et fonctionne en symbiose avec son environnement. Continuellement connecté au réseau qui relie notre espèce avec le sol, l'air, la végétation et toute autre chose organique. Je m'ouvre à la complexité mathématique des connexions, à l'algorithme. Toujours allongé près de l'eau, une plante avec ses feuilles, ses fleurs, ses tiges et ses racines, toutes me regardent faire. Elles me voient balayer du bout des doigts mon écran et m'observent espérer trouver similarité et compatibilité. Serais-tu ce qu'on appelle une cyborg? Selon William Larue, qui se base sur la définition qu'en fait Donna Haraway, la cyborg est une femme qui s'hybride avec un autre dispositif, machine ou animal, dès qu'elle se trouve ainsi construite, ou plutôt
déconstruite en un composé instable qui jamais ne s'entendra comme un tout, elle échappe à un hégémonie psychanalytique qui prétend faire d'elle une pauvre petite chose inférieure à l'homme. Ainsi, va-t-elle pouvoir inventer un nouvel inconscient, de nouvelles figurations, de nouvelles narrations? Oui, je le suis devenu. Regarde l'écran sur ma main. C'est un océan de potentiel. Recherche d'authenticité. Est-ce que tu ressens le stress associé à cette recherche d'un ou d'une partenaire dans une abondance de profils? Cet océan des potentiels où le filtre agit un peu comme un filet aux mailles irrégulières qu'on jette à l'eau, dans l'espoir d'attraper quelque chose d'intéressant. Pour ce rêve de compatibilité calculée ou prétendue calculable, je me comprime, me simplifie, me réduis en images fixes, en texte court. Sans perte, plutôt un gain de contrôle, de moments choisis pour répondre, le déni de l'embarras du spontané. Je reste immobile, sans odeur. La vitre et la lumière ne laissent toujours rien passer. Qu'est-ce que tu regardes? Je cherche un être qui m'est compatible, mais aussi de la nouveauté dans une abondance de profils, tous reliés au réseau. J'ai beau toucher leur visage, leur surface, mon écran, quelque peu primitif, ne me permet pas de sentir, de ressentir. Que cherches-tu vraiment? Le sais-tu? Je cherche un profil idéal, un ou une compagne pour cette fin de vie solitaire. Nous pensons, nous autres, qu'il est difficile de trouver de l'authenticité dans ces réseaux. Eva Illouz dirait que la vie intime et les sentiments sont transformés en objets mesurables, pouvant faire l'objet de calculs et être appréhendés en termes quantitatifs. Le fait d'écrire une émotion l'enferme dans l'espace au sens où cela crée une distance entre l'expérience vécue de l'émotion et la conscience qu'on en a. Cela est contradictoire avec la nature insaisissable, provisoire et contextuelle des émotions. Que penses-tu de celui-ci? Nous percevons des messages chimiques partout autour de nous. Mais ces écrans intégrés ne nous permettent pas de décoder ce que les corps émettent spontanément et inconsciemment à un autre bout du réseau. Attends, j'approche mon appareil de transmission d'odeur un peu. Sympathique, intéressant. Nous ne pensons pas nous prononcer sur l'esthétique de ce langage corporel. Mais cette odeur n'a rien de menaçant. Elle ne déclenche en nous qu'une envie de fleurir. Et celle-ci? Nous calculons. Réduction du corps à des paramètres calculables. Unité de compatibilité. Contrôle de l'image. Contrôle des données superficielles. Contrôle des similitudes. Contrôle de la spontanéité. Flux ininterrompu. Je regarde mes écrans me regardent. Je pense à l'autre potentiel, à sa gestuelle, son ton de voix, un effet miroir, un effleurement, une odeur. Je cherche. How to optimize your dating profile. Datosphere. Please feed me deep love. Je cherche a person I can finally trust and cuddle. Optimize your date. Calculate your quota of success. Select your best user-generated information. Manipulate and idealize your data. Everybody does it. Find the right tone
and customize your communication style. Think about it. Use non-specific language. Maximize your profile. Pay attention to let some time flow between messages. Timing is everything. Most used adjectives to describe oneself: smart, challenging, stimulating, likes computers, silly, nice, friendly, genuine, shy at first, open, honest, funny. What you see is what you get. Maybe. But how many likes do I need before I get wet? Here's the landscape of modern relationships. Pre-exclusive relationship. Ongoing booty call. Friends with benefits. Seeing each other. X with sex. Pretty much exclusive. Ça y est, tu sens? Oui, j'arrive à ressentir les émissions hormonales des auteurs, les messages chimiques des corps à distance, l'incontrôlable, ou ce que, du moins, je ne peux contrôler. Ce qui est tout à fait légitime, d'ailleurs, pour un corps organique légèrement augmenté. Que ce soit dans le domaine de l'imaginaire ou dans d'autres pratiques, pour nous, les machines sont prothèses, composants intimes, soient bienveillants. Les données sont incorporées. Elles l'ont peut-être toujours été. Nous n'avions simplement pas les moyens de les déchiffrer, étant tournés vers notre propre espèce, comme si elle était la seule à tenter de survivre. Donna H. disait « Je plaide pour une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale, une ressource imaginaire qui permettrait d'envisager de nouveaux accouplements fertiles. » I remember when I was in charge of content. It was situated somewhere here, inside. All of it, the so-called humanity, was in me. Endless rhizomatose connections through me. No sweat, no greasy folds, no curves and no end. At least I thought it would never die. Well, my work consists of keeping the content inside of them, of us, whoever it might be. But your inside is not unlimited unless you change your scale. Can you do that? Je peux à présent ressentir et voir les données incrustées dans ma surface. Les nanoparticules luminescentes connectées, ancrées, tatouées dans mon épiderme à l'intérieur. Je suis devenu un disque dur organique, un système de stockage mou. Je l'ai peut-être toujours été. Mon corps est devenu techno-hybride, capable de mieux contrôler, de sauvegarder, d'identifier. Je peux choisir le contenu que je veux bien montrer et celui que je veux garder secret, sans me faire pirater. Et pourquoi changes-tu la couleur de ta surface? Parce que j'aime prendre une couleur semblable à celle de mon interlocutrice. Parfois, je communique en motif, en répétition, en iridescence. Un langage qui complète mes pensées mieux que des mots. La politique cyborg lutte pour le langage, elle lutte contre la communication parfaite,
contre ce code unique qui traduit parfaitement chaque signification, dogme central du phallogocentrisme. Voilà pourquoi la politique cyborgienne insiste sur le bruit, défend la pollution, et se réjouit des fusions illégitimes entre l'animal et la machine. Take the organs and applications. Put them on a flat, elastic surface. Show me how they glow and they connect. Can you feel your agenda? Vibrations. Notification. My next meeting. I have 15 minutes to connect or displace. Is data gaining stickiness being muted to the organic system? Is this supposedly objective external data going to die one day so we can make a processual monument and remember how we stopped selling it? Is death something I should be afraid of? Is data afraid of death? Do I have a backup plan? Auparavant, les corps et les algorithmes n'en permettaient pas autant. Des collègues, âgés de plusieurs centaines d'années de plus que moi, m'ont raconté comment les corps étaient soumis à des catégories simplistes qui ne tenaient compte que d'une partie des êtres vivants. Des algorithmes qui avaient été programmés par des êtres se croyant supérieurs, mais qui n'avaient jamais vu globalement auparavant. En travaillant, ils ont oublié d'inclure au moins la moitié de leur propre espèce, sinon plus. Et c'est sans parler des autres espèces. Celles-ci étaient simplement accessoires à leur quotidien. Un total déni de nos mutuelles dépendances. Les algorithmes n'y étaient pour rien. Leur matériel d'apprentissage était biaisé. Mais de nouveaux algorithmes ont vu le jour, ont même commencé à écrire de la poésie symbiotique d'intégration du vivant. Erreur de calcul, impossible de traiter les données. Processing the sticky potential of aliveness, generating tender differences for all to dance in graceful colors, computing the warm surfaces of the bodies that are alive, without humid lines of codes and operational cloudiness, networking with the smooth blood cells, the genome and the ever-changing cells, inside their sweaty boxes shaping new stories from another time, for a potential world, using the forever moving planes that are not yet consistent, meditating Facebook profiles while the affiliated human subject is resting hard for a constant body-mind growth, measuring fragments of vibrating human imagination for the friction of pleasant images, a subtle organic noise causing repetitive error, understanding the language of complex liquid bodies, being able of expressing rough, machinic empathy with a subject's body cramps, collaborating with multi-perceptive others in order to become better allies, manipulating old tensions between the lines, massaging the knots, blending the binaries. L'algorithme nouveau est poète. Il rêve d'humilité, d'intimité, de traverser l'interface et fusionner. Et l'autre, l'ancien, encore soutenu par de primitives infrastructures, était devenu insupportable, ne se basait que sur un éventail de données infectées,
d'un savoir inconsciemment situé et exclusif. Mais c'est fini tout ça. Ils ont finalement accepté de partager un même plan avec les autres, d'effacer toute trace de hiérarchie. Après une prise de conscience nécessaire de la mutuelle dépendance des êtres et des machines, il nous est permis de fabuler. Les alliances interraciales et intergenres qui se feront autour des questions de survie quotidienne ne seront plus seulement de bonnes alliances, mais des alliances nécessaires. Donc les alliances nécessaires sont celles qu'on peut imaginer sans difficulté. Ce sont les alliances interespèces, au-delà des dualismes néfastes. Le soleil se couche et teinte les surfaces de ses rayons bleutés, violacés, presque argentés. Moi, Merci 889 Marie-Ève pour cette XY, belle 342 ans. vidéo. J'arrive bientôt. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a peut-être le temps de prendre une question ou si l'on en... S'il y a des questions, tant mieux. On peut voir si quelqu'un a spontanément envie de poser une question. Tant mieux. Sinon, on peut attendre à demain, Voilà. digérer tout ça et puis arriver avec encore plus de questions. Oui, je pense on va faire ça. Alors, encore une fois, tu as mis dans les objets les documents concernant ton travail. Donc, on aura le temps comme ça de voir aussi quels sont les objets que tu fabriques, toujours dans cette perspective, non pas d'un transhumanisme, mais d'un post-humanisme qui peut nous effrayer aussi par certains de ces aspects et puis peut-être porter en lui des promesses peut-être d'un monde différent en tout cas. Mais on en parlera demain parce que tu touches à un sujet de société qui est central aujourd'hui et qui fait polémique aussi, il faut le reconnaître. Et donc, on sera ravis de poursuivre la discussion avec toi donc, autour de ces récits spéculatifs là, dont tu nous as fait goûter dans cette vidéo. Je vous dis donc tous, rendez-vous dans la prochaine salle. Vous connaissez le mode d'emploi, hein, vous avez une porte et on va vous envoyer les liens hein, comme à l'accoutumée. Merci beaucoup. Merci Marie-Ève, à demain. À demain. À demain, merci.